Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, apprentissage de la lecture. Une appli peut-elle faciliter le process? C'est le pari de Corneille. On en parle avec une de ses conceptrices, Marianne Joly. Elle est l'invitée de notre grand oral. L'anti-sèche d'Amal Laoui ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité fort sympathique. Aujourd'hui, c'est le printemps des poètes qui commence la semaine prochaine et on va regarder ce qu'on peut en faire dans les programmes à l'école. L'heure de la récré, toujours avec Amal, toujours de la lecture avec la vidéo relative d'une tiktokeuse et enseignante. Lecture enfin et encore dans la chronique hebdomadaire de Céline Thon, notre libraire et chroniqueuse. On va pousser la porte de la librairie et elle va nous donner quelques conseils pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est parti, grand oral. Corneille, alors il y avait le dramaturge, le chanteur, l'oiseau. Désormais, il y a une appli destinée aux enfants de Elle se marre déjà. Genre, on lui a fait 15 fois, mais c'est pas grave. Vous pouvez me laisser faire mon lancement, s'il vous plaît, Marianne. Merci beaucoup. Je recommence. Corneille. Donc, désormais, une appli destinée aux enfants de 3 à 8 ans. L'objectif, c'est de faciliter l'apprentissage de la lecture. Et elle a donc été créée par deux jeunes femmes, dont Marianne Joly, invitée de notre grand oral. Bonjour, Marianne. Bonjour. Tout le monde vous l'a fait, Corneille. Non, c'était beau, vous avez tout résumé. Vous êtes sympa. Non. Parce que l'oiseau, en plus, c'est votre logo. Exactement, c'est notre logo. Donc et c'est un oiseau très intelligent. Exactement. Et c'est une corneille aussi. Redoutablement intelligente, donc cette corneille. Comment ça marche, Corneille? De manière très très simple. Alors Corneille, c'est une application de lecture pour les enfants. On envoie des extraits d'ailleurs à l'image. De 3 à 8 ans, avec des activités d'apprentissage de la lecture et une bibliothèque numérique. Donc on peut l'utiliser sur des téléphones ou des tablettes. C'est très simple. Je rentre dedans, on va me proposer quoi? D'abord des exercices? Ouais, d'abord des exercices qui vont évaluer le niveau de l'enfant. Donc on a des algorithmes d'intelligence artificielle adaptatifs qui vont calculer le niveau de l'enfant en fonction de son niveau de départ et de sa progression dans l'application. Le but, c'est d'avoir des exercices qui sont qualifiés pour l'enfant, qui sont bon niveau et qui l'encouragent à continuer. Donc l'enfant, lui, ne se rend pas compte, mais l'algorithme derrière retient les phonèmes sur lesquels il a réussi et les phonèmes sur lesquels il a échoué pour les lui reproposer ensuite. Phonèmes? Les sons qui composent la langue française. Ouais. Merci beaucoup. Qu'on confond souvent avec les syllabes, mais c'est pas exactement ça. Exactement. Ouais. Voilà, et c'est fondamental. Et tout l'apprentissage de la langue passe par la maîtrise de ces fameux phonèmes. Exactement. Ouais. Vous avez l'élégance de le dire en français, mais en fait, tout ça renvoie à ce qu'on appelle l'adaptive learning, en anglais pour le coup. Exactement. Quand vous parlez de cet algorithme qui s'adapte, ça veut dire que je peux attaquer Corneille à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quelle heure, et surtout qu'il va vraiment me proposer cet itinéraire. Est-ce que quel est le degré d'élaboration de tout ça? Est-ce que ça se contente de me faire refaire des exercices quand je me suis trompé, ou est-ce que c'est un petit peu plus subtil? Alors, il y a beaucoup de répétitions. En fait, les enfants apprennent beaucoup par la répétition. Donc, on va lui reproposer le phonème, le son sur lequel il a échoué. Donc, notre principe, c'est vraiment ça. C'est vraiment la répétition, l'entraînement pour que l'enfant apprenne au mieux les phonèmes sur lesquels il a échoué. Donc, tant que je n'ai pas réussi un certain nombre de fois, on va inlassablement me le resservir avec des exemples différents. Comment vous faites pour que je ne me lasse pas, que je ne m'énerve pas, que je ne jette pas le smartphone contre un mur? C'est complètement invisible pour l'enfant, en fait. Donc, on va lui reproposer avec des jeux différents. Donc, lui, il ne va pas se rendre compte qu'il est en train de refaire la même chose. L'application lui propose un jeu différent à chaque fois, un livre différent, une histoire à écouter différente. Donc, il n'a pas cette impression de répétition. Donc, à chaque fois, j'ai quand même différents types d'exercices et différentes approches de la langue. C'est pas que mécanique. Bien sûr, on a des exercices d'apprentissage de phonèmes, on a du tracé de lettres, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des livres à lire, des livres à écouter, on a du décodage syllabique, donc dès qu'on connaît quelques phonèmes, on les code ensemble et on commence à vraiment décoder. Donc on accompagne vraiment l'enfant dans tout type d'exercice. Exercice d'écriture, parce qu'apprendre à tracer, apprendre à écrire, ça aide beaucoup aussi à apprendre à lire, ce qu'on ignore souvent. Ouais, bien sûr, ça fait partie intégrante de l'apprentissage de la lecture. Tracer les lettres, tracer des combinatoires de lettres, c'est essentiel dans l'acquisition de la lecture. Et les deux sont connectés. Marianne Joly, j'ai dit cofondatrice, je crois que je l'ai bien dit d'ailleurs, de Corneille. Il faut dire un mot d'Anna. Oui, alors Anna, c'est mon associée. On est deux femmes. On est très contentes parce que c'est assez rare dans la tech, comme on dit vulgairement, d'être deux femmes. Anna, donc c'est elle qui a eu l'idée de Corneille, parce que Anna, sa langue maternelle n'est pas le français. En fait, elle est roumaine d'origine. Et quand elle a voulu apprendre à lire à ses filles en français, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas comment faire, puisque c'était pas sa langue maternelle. Donc, elle a cherché des outils pour les accompagner. Elle n'a rien trouvé qui la satisfaisait. Donc, c'est là qu'on s'est associées toutes les deux autour du projet Corneille. Vous vous présentez souvent l'une et l'autre comme deux jeunes mamans. Oui. Le fait d'avoir eu des enfants, donc pour elle, on vient de le comprendre. Pour vous aussi, ça a été un déclencheur, un moment où vous vous êtes dit, ben mince, je ne vais pas y arriver? Oui, bien sûr. De les voir apprendre à lire, d'avoir l'envie de les accompagner. C'est vraiment ça. On a
accompagne les parents, les grands-parents aussi. On a beaucoup de grands-parents en fait qui téléchargent l'application, mais aussi des oncles et tantes, des beaux-parents en fait, et de les accompagner, d'aider à accompagner les enfants dans l'apprentissage de la lecture. Marianne Joly, l'appli c'est Corneille. D'un mot, et on y reviendra, mais pour rassurer tout le monde, ça commence à 3 ans, mais on n'est pas du tout obligé de savoir lire à 3 ans. Vous n'êtes pas en train de leur mettre une pression d'enfer. C'est simplement que c'est cette première familiarisation qui se fait aussi à l'école qui va conduire à la maîtrise de la lecture, c'est ça? En fait, on parle beaucoup du CP en France et on a l'impression que c'est la classe où on apprend à lire. Ouais, il y a beaucoup d'enjeux sur le CP. En fait, on apprend à lire bien avant, dès la naissance, avec tous les livres qu'on lit aux enfants, bien sûr, avec la manière dont on leur parle, ça commence par là. Et ensuite, en maternelle, on apprend énormément de choses qui préparent, qui sont des prérequis à la lecture. Et on apprend à lire en écrivant, mais en parlant aussi, et par exemple en récitant des poésies. L'Anti-Sèche d'Amal Laoui. Et une actualité joyeuse pour une fois dans cette Anti-Sèche, c'est le 24e printemps des poètes, Amal. Oui, c'est ça, il se déroule du 12 au 28 mars et cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Et le thème 2022, eh bien, c'est l'éphémère et cette année, c'est l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani qui est marraine de cet événement. Alors il faut savoir qu'il y a plus de 12 000 manifestations qui sont organisées dans toute la France, à l'étranger, dans les écoles, les établissements scolaires, les bibliothèques, les théâtres, les librairies ou encore les hôpitaux. Oui, c'est un événement qui est fortement soutenu par les pouvoirs publics. Oui, c'est ça. Le Printemps des poètes est soutenu par le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le ministère chargé de l'Éducation nationale et de la jeunesse. L'association Printemps des poètes coordonne cette manifestation nationale et elle propose aux enseignants un répertoire d'actions qu'ils peuvent utiliser librement. Un travail approfondi peut être aussi mené tout au long de l'année. Quels sont les objectifs du côté de l'école, pour le coup? C'est une manifestation grand public, mais nous, on va la cibler sur l'école. Alors en fait, le Printemps des poètes concerne tous les élèves de la maternelle au lycée et cette manifestation vise à sensibiliser donc les élèves à la poésie, à encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle et à susciter les rencontres entre des poètes contemporains et des élèves. Ce qu'on ne se contente pas de faire pendant cette semaine d'événements. Oui, c'est ça. Tout au long de l'année, il y a de nombreuses actions qui sont proposées aux enseignants et à leurs élèves, comme des correspondances et rencontres avec des poètes, des expositions, des ateliers de lecture ou encore la participation à des prix et à des concours. Ces actions éducatives, en fait, renforcent le lien entre l'élève et la langue française et contribuent donc à lutter contre l'illettrisme. Plein de projets particuliers autour du Printemps des poètes, notamment des projets proposés aux écoles autour de la poésie. Oui, il y a aussi le projet qui s'appelle « Dis-moi un poème » qui encourage donc tout au long de l'année la lecture de poèmes comme pratique culturelle vivante au cœur des établissements scolaires. Et en fait, ici, l'objectif, c'est de développer l'expression orale des élèves. C'est un projet autour de la poésie et de l'oralité financé par le Conseil régional d'Île-de-France. Il est initié donc par le Printemps des poètes et réalisé par des comédiens expérimentés et même parfois des poètes. Sujet qui, je crois, c'est arrivé d'abord pour des étudiants qui n'étaient pas francophones, pour des lycéens primo-arrivants, non? Oui, c'est ça. En fait, même si ce projet conserve quand même sa vocation première en étant principalement mis en œuvre dans des classes qui accueillent des élèves qui viennent d'arriver en France et dont la langue maternelle, on l'a dit, n'est pas le français, eh bien le projet est ouvert à toutes les classes où l'apprentissage de la diction poétique peut favoriser l'expression orale du lycéen. Donc, on l'a dit, des comédiens ou des poètes peuvent animer des ateliers dans lesquels les élèves vont donc travailler leur diction. Ils vont choisir des textes à apprendre parmi un corpus de textes contemporains et classiques, des textes qu'ils pourront aussi enregistrer dans des radios locales partenaires. Et ce qui nous rassure énormément dans la quotidienne de School TV, c'est que l'Éducation nationale a créé un label pour encourager les écoles dans l'enseignement. Quand il y a un label, un sigle, c'est que... on est dans le dur. C'est ça. Donc le label École en poésie a été créé à destination des établissements qui, de la maternelle au secondaire, mettent la poésie au cœur de leur projet d'établissement. Le Printemps des poètes et l'Office central de la coopération à l'école accompagnent depuis 2012 ces établissements pour les aider à mener à bien leur projet en mettant à leur disposition de nombreux outils, donc des outils pédagogiques comme des dossiers, des bibliographies, des poèmes. Il y a des formations aussi interprofessionnelles. Il y a aussi du matériel de communication qui leur est mis à disposition. Donc en fait, les élèves peuvent s'initier aussi à l'informatique en postant leurs réalisations sur le blog des écoles en poésie et ils vont aussi découvrir les autres créations des autres établissements. Formidable, merci beaucoup. Amal, Marianne, lire l'expression orale. On l'a dit, ça constitue à l'apprentissage de la lecture. Et donc sur Corneille, il y a des petits exercices aussi oraux?
Oui, alors on peut s'enregistrer, donc il y a un petit module où l'enfant peut s'enregistrer en train de lire et enregistrer ce petit texte sur le téléphone ou la tablette qu'il utilise. Donc ça, c'est vraiment l'idée que l'enfant prenne conscience de ce qu'il est en train de lire. Il y a beaucoup d'enfants qui se mettent à décoder et qui n'ont pas conscience que ça a du sens. Donc c'est vraiment les aider là-dedans, leur aider à prendre confiance dans la lecture et puis aussi partager avec l'adulte qui les accompagne autour de la lecture et de l'oralité, l'importance de lire et de la signification de ce qu'on lit. On va y revenir dans quelques instants. Vous étiez bonne en poésie, Amal? Ça va. Ça va? Vous avez un poème? En fait, j'avais une technique. Les secrets d'Amal Laoui. Alors, je baissais la tête parce que je voulais pas être interrogée en premier. Donc, en fait, le fait d'écouter tous les autres qui récitaient, eh bien, moi, à la fin, je le connaissais encore mieux qu'eux. D'accord. Bonne technique. Mais bon, ça ne marche pas toujours, mais en général, si vous baissez un petit peu la tête, le prof ne vous regarde pas. Ok. On va tester tout à l'heure. On retrouve pour l'instant Marianne Joly. Merci beaucoup, Amal. On retrouve Marianne Joly pour la suite du Grand Oral. Faciliter l'apprentissage de la lecture, c'est l'objectif de Corneille, cette application pour les 3-8 ans, co-créée par Marianne Joly, invitée de notre Grand Oral, une appli, dit-elle, compagnon pour parents ou pour grands-parents. Vous l'avez conçue, vous l'avez rappelé en première partie d'émission, comme un jeu, on apprend mieux en jouant. Oui. Pourquoi? L'idée, c'est vraiment d'engager les enfants par le jeu. On n'est pas là pour remplacer l'école, ni les professeurs qui font un travail exceptionnel. On est vraiment là pour accompagner les enfants en parallèle. Donc l'idée, c'est vraiment de les engager par le jeu. Et toutes les études montrent en fait que le fait d'apprendre par le jeu facilite vraiment l'apprentissage. Vous avez aussi travaillé avec des neuroscientifiques, avec des enseignants, des orthophonistes. Est-ce que c'est ça la force de votre projet? C'est d'avoir justement mêlé les regards, essayer de créer un système autour de l'apprentissage de la lecture? Oui, bien sûr. On a une équipe qui est très vaste. Donc ça va des professeurs des écoles et orthophonistes sur le côté vraiment pédagogie, bien sûr, sur lequel on a vraiment besoin d'eux. Et on a aussi des game designers, des gens qui viennent vraiment du jeu vidéo, qui nous ont aidés à apporter de la gamification et du jeu, en fait. Donc, gamification, je suis rassuré, vous ne dites pas tout. Comment vous dites en français? De la ludification. La ludification. Voilà. Ce qui nous vient de très loin, je crois que le serio ludere, c'est du latin, le serio ludere, ça datait du XVe siècle. Je crois qu'on avait déjà compris à l'époque que le jeu, ça pouvait aider à apprendre plein de choses. Amal parlait d'un projet, dis-moi un poème, qui avait été créé à destination des lycéens primo-arrivants en France pour les aider à apprendre le français. Vous-même, vous avez été professeur de FLE. Ouais. Français langue étrangère, lorsque vous viviez et travailliez aux États-Unis. En quoi ça nourrit votre... cette expérience a nourri votre idée? Je pense que je me suis rendu compte de la difficulté du français. Alors dans deux cadres, j'ai enseigné le FLE en France à des primo-arrivants quand j'habitais en France et j'ai enseigné le français langue étrangère aux États-Unis. Et je me suis rendu compte, avec des enfants et des adultes, de la réelle complexité du français. Par exemple? Alors pour un anglo-saxon, en fait, les lettres muettes, c'est incroyable. Donc les lettres qu'on ne prononce pas? Les lettres qu'on ne prononce pas, il y en a deux incroyable. ou trois en français? Il y en a beaucoup en français. On a aussi beaucoup d'incohérences. EN, c'est en, mais à la fin d'un verbe conjugué, ENT ne se prononce pas. Donc ça, pour un anglo-saxon, c'est complètement fou. La question des genres, encore, est complètement incroyable pour un anglo-saxon qui n'a pas de genre dans sa langue. Donc ça m'a vraiment aidé à me rendre compte de la complexité de notre langue, mais aussi en voyant les enfants, aussi la manière très différente dont les enfants et les adultes apprennent en fait. Les enfants s'imprègnent d'une langue sans essayer de la décrypter, alors que les adultes en fait vont vraiment... Ils ont besoin de passer par le sens. Exactement, ouais. Et de comprendre la grammaire, de le décortiquer, alors qu'en fait un enfant va juste absorber la langue par l'écoute, par l'oral. Là, vous remarquez, je ne la regarde pas, mais Amal, elle est comme ça, elle ne peut pas être interrogée. Parce qu'elle nous elle a baissé la tête. Du coup, j'écoute. Et en fait, comme je sais que c'est l'heure de la récré, je ne vais pas la rater. C'est l'heure de la récré. Amal. La lecture, même en classe, ne passionne pas toujours les élèves. Et ça fait rigoler une enseignante et tiktokeuse. Oui, certains élèves ont parfois du mal à se concentrer, d'autres n'ont tout simplement pas envie de lire. En tout cas, cette professeure s'est mise dans la peau de certains de ses élèves lorsqu'elle leur demande de lire en classe. Regardez. Les élèves, c'est la période de lecture, donc on se prend un livre. Moi, je veux pas lire. J'aime pas ça, la lecture. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Pas beau de se moquer comme ça. La lecture, grande cause nationale jusqu'à l'été 2022. Beaucoup d'initiatives destinées à favoriser l'apprentissage et la pratique de la lecture à tous les âges, notamment, tous les âges, donc aussi bien les écoliers, les collégiens et les lycéens. Oui, chaque année, 6 à 8 livres en lien avec les programmes scolaires sont proposés aux élèves, s'y ajoutent les textes, documents et articles de presse exploités en classe, tous les supports écrits comme la presse, la bande dessinée, la littérature de jeunesse et bien sûr les grands textes patrimoniaux sont utilisés pour répondre au goût éclectique des élèves et pour soutenir leur intérêt pour la lecture. Alors la lecture en classe, elle doit être quotidienne, individuelle et collective, en silence et à voix haute. Pour les apprentissages et pour le plaisir, elle s'articule avec la lecture, avec l'écriture, l'écoute et la parole. Il faut-il le rappeler, la maîtrise de la lecture, elle est évidemment essentielle à la réussite de la scolarité. Oui, bien sûr. Parce que même en maths, il faut comprendre l'énoncé. Et il est généralement écrit. Et l'école a pour mission de permettre à tous les enfants de lire d'une manière fluide. C'est une condition donc nécessaire pour développer le goût de la lecture. Lisent-ils réellement de moins en moins, comme on le dit souvent ? Eh bien, selon l'enquête Les jeunes et la lecture commandée par le Centre national du livre en 2016, 96% des jeunes de 7 à 19 ans lisent, 89% dans un cadre scolaire, 78% dans le cadre des loisirs, 68% lisent au moins une fois par semaine et 28% tous les jours ou presque. Donc jusque-là, tout va bien. Oui, sauf que selon cette même enquête, eh bien, le nombre de livres lus par goût personnel chute à l'entrée au collège puis au lycée. Un écolier lit 2 fois plus de livres qu'un collégien et 3 fois plus de livres qu'un lycéen. Donc ça, c'est pour la lecture plaisir. Il y a aussi le fait de savoir lire, de maîtriser les techniques. Et il y a encore des jeunes qui ne maîtrisent pas la lecture, pourtant à l'issue de la scolarité obligatoire. Selon une étude de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance menée en 2018, eh bien 22,4% des 710 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont effectué leur journée de défense et citoyenneté maîtrisent mal la lecture. Leur déchiffrage est lent et leur compréhension de ce qui est lu est faible. Le ministère de l'Éducation nationale, et cela fait de longues années, promeut donc plein d'initiatives pour favoriser la lecture. On parle peut-être des dernières en date. Oui, il y a un plan d'investissement dans les bibliothèques des écoles qui a été lancé. 4,5 millions d'euros ont été investis depuis 2017, auxquels s'ajoutent 2 millions d'euros en 2019 et 2020. Il s'agit en fait de doter en livres les écoles éloignées d'une bibliothèque municipale et de constituer donc des fonds de bibliothèque pour que les élèves puissent y avoir accès quotidiennement et lire des œuvres variées selon leur goût. Plus de 1500 écoles primaires ont été dotés en 2018. Ces crédits ont permis l'achat de plus de 300 000 livres. Et puis on encourage la lecture personnelle. Oui, c'est ça. Elle est encouragée dans les écoles et les établissements par la mise en place de temps banalisés de lecture personnelle quotidien, donc des quarts d'heure de lecture chaque jour. Eh bien, élèves, professeurs et membres du personnel doivent cesser toute activité pour s'adonner en silence à la lecture pendant quelques minutes. C'est maintenant. Je reviens. Excusez-moi. Merci Amal, c'est très important le quart d'heure lecture et quand ça fonctionne c'est assez merveilleux puisqu'effectivement comme vous l'avez souligné ça implique tous les personnels et donc de voir que c'est une cause pas seulement pour les enfants, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous avez passé pour Corneille un accord avec des éditeurs, je crois Bayard Jeunesse et Milan. On a des livres Bayard Milan dans l'application. Donc dans Comment vous les choisissez ? Alors, on a tout simplement choisi Bayard Milan parce que c'est une belle maison. C'est une belle maison. Ouais. Et sur le créneau d'apprentissage de la lecture, c'est quand même les leaders. C'est eux qui détiennent J'aime lire plus, etc. Donc, pour nous, c'était une évidence d'aller vers eux. Mais on est en train de travailler avec d'autres éditeurs pour avoir d'autres titres dans la bibliothèque numérique. C'est important de passer par les imaginaires aussi, de raconter des histoires. Bien sûr, raconter des histoires, écouter des histoires, c'est essentiel. C'est ce qui va faire de bons lecteurs plus tard. Effectivement, les enfants au primaire lisent beaucoup. Et effectivement, ça s'arrête un petit peu après. Donc, nous, on a envie de leur donner de continuer envie de lire. Marianne, merci beaucoup Amal pour cette récré. Marianne Joly, fondatrice de Corneille, l'invitée de notre grand oral. La suite. Corneille, qui est donc cette appli destinée aux enfants de 3 à 8 ans. Objectif, faciliter l'apprentissage de la lecture. Vous développez aussi une version pour les enseignants. Oui, donc on a une plateforme pour les enseignants. Donc ça, c'est tout nouveau depuis septembre 2021, pardon. Donc l'idée, c'est que l'application soit aussi utilisée en classe et que l'enseignant puisse suivre la progression de son élève. Donc vous lui offrez quoi, un tableau de suivi, un tableau de bord dans lequel il apprend que tel élève... Voilà, donc c'est même c'est plus poussé en fait. Que Amal n'a pas appris sa poésie, comme il suit dans le même temps. Enfin bon, c'était un petit peu pénible. Et C'était pour... Non, mais d'accord, oui. Non, l'idée, c'est qu'il crée un profil pour chaque élève, donc il détermine le niveau de chaque élève, et ensuite donc l'élève a son parcours personnalisé et le professeur voit la progression de chaque élève.
Et il peut donc adapter, c'est ce fameux rêve qui serait de réussir à individualiser un enseignement alors qu'il y a entre 25 et 30 élèves par classe et que c'est très très compliqué. Est-ce que le Covid, ça a été un accélérateur? Vous vous êtes lancé juste avant, c'est ça, ou pendant? Oui, juste alors pendant, c'était un concours de circonstances et effectivement ça a été un accélérateur. J'espère. Vous n'avez pas déclenché cette crise, c'est pas ça. C'est pas nous. Alors ça a été un accélérateur forcément et surtout on a noté un vrai changement d'attitude des parents qui avaient un petit peu peur des écrans en fait et de l'usage des écrans évidemment par les enfants. On s'est rendu compte en fait suite au confinement que beaucoup de parents se sont rendus compte que il fallait utiliser les écrans. Et c'était la guerre à la maison, ils voulaient pas que l'école encourage les enfants, c'est ça? Oui, exactement. Mais nous, ce qu'on défend, en fait, c'est que les enfants vont forcément utiliser des écrans. Et ce qui est important, c'est le contenu qu'on leur donne, en fait. Les écrans peuvent être un très bon outil. En fait, ça peut être un très bon outil numérique pour apprendre. C'est juste qu'il faut donner du bon contenu. Donc nous, c'est ce qu'on défend chez Corneille. On peut avoir des temps d'écran, mais des temps d'écran intelligents. Mais voilà, c'est comme la télévision. Vous pouvez regarder School TV, vous pouvez regarder... Je me tais. Regardez School TV. Merci beaucoup, Marianne. On va vous rester, bien sûr, parce qu'on va continuer à parler de lecture. On va le faire avec Célie Luton, notre chroniqueuse et libraire jeunesse, à laquelle Amal, que je remercie chaleureusement, va céder sa place. Bonjour Bijou, bonjour Emmanuel, arrête de faire la tête, oui je suis ronchon. Bienvenue dans la librairie de Célie Luton avec Bijou. Je vais vous le donner parce que moi j'y arrive à rien avec cet oiseau. De malheur, vous allez nous présenter 3 livres. Bonjour Marianne. Bonjour. Dont Bijou et Ronchon. Au cas où vous n'auriez pas compris, Bijou et Ronchon, c'est pour les petits à partir de 3 ans. Un livre signé Emmanuel Bergugno et Mayana Itoiz, paru chez Casterman. Oui. Alors là, c'est un album idéal pour réconforter les enfants quand il y a un manque de confiance en soi, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on se bloque. Bijou, c'est comme ça. Il est ronchon, il ne sait pas voler. C'est un flamant rose noir. Oui. Un flamant rose comme on le voit. Noir, illustré par Mayana Itoiz, que vous connaissiez très bien, parce que c'est elle qui a illustré Le Loup en slip. Dont on avait parlé. Exactement. Et au texte, nous avons Emmanuel Bergugno, donc qui nous régale une fois de plus, puisque c'est un auteur qui a des mots très justes, très touchants et drôles. Nous fait rire. En un mot, le pitch, Bijou et Ronchon, parce qu'il ne sait pas faire un truc assez important quand même. Mais voler. Voilà. Voler. Et donc, il préfère s'isoler plutôt que d'avouer une... Il se planque en permanence. Il se planque, puis je reste au lit, je grogne, je me planque. Exactement. Mais un jour, il fait la rencontre d'un marabout qui s'appelle Jean-Kévin. Jean-Kévin essaye un petit peu de lui faire peur. Et là, quelque chose va se décoincer dans Bijou et il va prendre son envol. Et ça va être très beau. Il va revenir dans les bras de ses parents. Oui. Avec les ailes toutes crottées. Un petit peu. Parce qu'il s'est un peu roulé par terre quand même. Bah oui, mais bon, c'est ça qu'on j'ai vu, j'ai révisé, mine de rien. Vu à partir de 3 ans, 2e livre du jour, il est aussi question de confiance en soi. C'est L'enfant invisible de Constance Verlucka et Iris Demouy à l'école des loisirs. Très beau livre, je dois dire. Exactement, oui. Quel duo d'artistes. Le texte est incroyable, là, pour le coup. C'est qui n'a jamais été choisi en dernier à la balle aux prisonniers. Parce que ça fait peur. On est impressionné. Et c'est le cas d'Ernest. Et il se sent un petit peu seul, isolé, tant et si bien qu'un matin, il se réveille, il est invisible. Plus personne ne le voit. Et c'est avec une journée d'invisibilité qu'il va se faire violence et justement s'affirmer. Et en allant vers les autres, il va réapparaître. Ça, c'est... Grâce à l'intervention d'une petite fille fort sympathique aussi. Oui. Une petite histoire d'amour. Il y a toujours un peu de romance. Hein. Oui, j'aime bien. Oui, je sais, j'ai remarqué ce côté-là. Et oui, parce que c'est elle qui a remarqué son absence. C'est par son absence qu'il a fini par se faire remarquer. Et à la c'est fin, beau. Il est de nouveau visible. Oui. Ce cher enfant, l'enfant invisible. C'est à l'école des loisirs à partir de... Il faut savoir dire pas mal là quand même. À partir de 6 ans. À partir de 6 ans, parce que c'est très long à raconter et ça doit être beau à lire quand la méthode de lecture est bien acquise et qu'on a la compréhension avec, évidemment. Demandez-leur la lune, c'est le 3e livre que Célie conseille aujourd'hui, un roman d'Isabelle Pandazopoulos, publié en 2020 chez Gallimard et qui passe en poche là, maintenant. Oui, un des premiers poches entre les mains. Il faut l'avoir, il prend pas de place, il faut le garder. L'histoire de 4 ados en difficulté. Exactement, c'est l'histoire de Lilou, Samantha, Bastien et Farouk. Ils vont se retrouver face à un professeur qui croit en sa mission, elle y croit dur comme fer, elle ne les lâchera pas. Elle va les faire rencontrer la langue, notamment pour Farouk,
Poirot qui, lui, ne parle pas le français. Et comme les autres, ils vont s'accrocher, ils vont, comment vous expliquer, ils vont comprendre le pouvoir des mots, son utilisation, le pouvoir du silence aussi, et que c'est vraiment une lecture pour croire en soi, en ses rêves, se donner les moyens d'y arriver. Et c'est un texte qui est très engagé finalement. Avec quand même une belle figure aussi d'enseignante. Oui, mais justement, elle est omniprésente. Elle est là puisqu'elle les soutient, elle ne leur fait pas de traitement de faveur, mais elle est ce qu'on appelle un cadre en fait pour ces jeunes, qui justement, ils seraient tentés de décrocher, de s'isoler. Là, c'est un petit peu le fil conducteur aussi. Et finalement, ils vont croire en eux. Et finalement, le résultat, Voilà, ils croient en eux, mais c'est un sujet qu'on retrouvera. Ils croient en eux parce qu'elle croit en eux. Exactement. Et puis, elle va les forcer à justement dépasser leurs faiblesses. Parce qu'on en a tous, ça, au final. Non, vous avez des faiblesses, Elie? Un chouïa. Je n'y crois pas. Et il y a aussi le rôle de l'éloquence. Oui. Ces mots, ces paroles telles qu'elles sont dites, qui est illustré par le livre. Oui. Puis là, l'éloquence, c'est vrai que c'était un sujet à la mode qu'on a vu énormément, notamment grâce à Oprah Winfrey. On avait beaucoup de films au cinéma. Mais là, dans le texte... documentaire à voix haute, exactement, de Stéphane de Freitas. Tout à fait. Et Lajli. Voilà. Et là, avec vraiment cette Isabelle Pandazopoulos, elle a une manière justement d'avoir des mots très, très forts, très directs. Elle prend pas n'importe quel détour et redétour pour y aller. Elle met ses héros face à justement l'adversité. Vous avez été éditrice jeunesse, me suis-je laissé dire, par Internet. Oui. Aux éditions Au Pommier. Au Pommier. J'espère que vous n'êtes pas brouillé avec eux. Non. Bon, parce que c'est quand même une maison formidable, je tiens à le dire. Oui, c'est une formidable maison. Qui est spécialisée maison. Notamment dans les sciences. Oui. Très belle collection. Et la philosophie. Qu'est-ce qui vous avait amené plus généralement dans cette direction ? C'est toujours une maison. Alors l'équipe a changé maintenant, mais c'était une petite maison avec un projet formidable qui est né autour de Michel Serres en fait et de Sophie Bancard qui avait créé la maison d'édition. Moi, je m'occupais du secteur jeunesse et c'était formidable de travailler avec des auteurs, des scientifiques, qui étaient vraiment spécialistes de leur domaine et de les amener à vulgariser pour le grand public. Donc c'était ça, pour moi, ça rejoignait un petit peu tout parce que j'aime beaucoup les sciences malgré mon profil littéraire et je trouvais ça formidable que des auteurs arrivent à parler à tout le monde. Notamment à des enfants, parce que c'était assez compliqué, je pense à des livres sur les atomes, sur le temps, à les vulgariser pour des enfants. Célie, vous validez le Pommier pour les petits sur les sciences ? Oui, je suis très curieuse d'ailleurs. La prochaine étape pour Corneille, c'est quoi ? C'est de gagner encore plein d'utilisateurs, c'est de faire une version pour la suite, peut-être pour ce moment, comme Amal, pardon, elle était à votre place, Céline, mais bref, nous l'expliquait tout à l'heure, où la lecture s'affaisse un peu. Mais je crois que c'est vrai aussi en librairie, d'ailleurs, les ados. Alors, oui, on attend. Ils ont tendance à se décrocher du texte, pas forcément de l'image. C'est pour ça que la bande dessinée, le manga sont en plein essor et ça garde un lien avec la lecture. Mais effectivement, il y a beaucoup de parents qui me le disent tous les jours. Il lit énormément pour l'école. Ouais. Je ne vais pas en plus lui rajouter des lectures. Donc, voilà. Oui. Qui achète les livres autrement ? C'est ça. Hein. Oui. Donc l'étape d'après ? Alors l'étape d'après pour nous, c'est d'adapter Corneille pour le français langue étrangère. D'accord. Donc justement, s'adresser à des enfants non francophones pour apprendre le français. Donc, en France ou à l'étranger d'ailleurs. En France ou à l'étranger. Donc c'est la mondialisation, c'est un marché. En fait, vous êtes à la conquête de l'univers. Exactement, voilà. Eh bien, la écoutez, Corneille est partie. Eh bien, si la Corneille est partie, le grand oral se termine. Merci beaucoup. Bijou est parti aussi, le flamant rose, il s'est volé. La Corneille n'est plus là, je suis tout seul. Et la quotidienne, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine. Et puis en régie au son, Amanda Montero, j'en perds ma voix. Et à la réalisation, Elisa Bernardo. Vous restez, vous, sur School TV et vous nous retrouvez en permanence, la quotidienne, sur les réseaux sociaux et sur Internet.